Et c'est vraiment quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est dans quelle mesure les femmes, on n'est pas en mesure d'adopter notre propre nom. Et pourquoi est-ce que ce nom avec lequel on est né, c'est pas d'abord notre nom et pas le nom du père? La perte du nom, c'est la perte de la personnalité. C'est le règne de la dépendance. Voilà ce qu'écrivait dès les années 20 la militante féministe Clémence Royer qui se battit pour pouvoir garder son nom de famille. En France, les noms de famille sont les noms des hommes, des pères. Et même si la loi permet depuis 2005 à une femme de transmettre son nom, l'INSEE notait qu'en 2019, 83% des enfants continuaient à porter le nom du père. Seuls 9% portaient le double nom père-mère, 5% uniquement le nom de la mère, et 3% le double nom mère-père. Et pendant longtemps, la France a été une mauvaise élève dans le domaine. Depuis 1978, le Conseil de l'Europe demandait à ses États membres d'accorder aux deux époux des droits égaux en ce qui concerne l'attribution du nom de famille aux enfants. Il est remonté au créneau en 1985, évoquant une discrimination inacceptable entre les hommes et les femmes. Il aura donc bien fallu attendre presque 25 ans pour que l'État français corrige le tir, une résistance qui témoigne bien de l'esprit patriarcal du Code civil et de la ténacité de la domination masculine. Le nom des mères est l'éternel second. Mais la nouvelle loi sur le changement de nom pourrait faire évoluer les choses, car parmi tous ceux qui se sont manifestés auprès des administrations, ils sont nombreux à vouloir prendre le nom de leur mère à la place de celui de leur père. Je suis Pauline Payassa, je suis journaliste. Vous écoutez Le Nom des gens, un podcast lesjours.fr. Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Épisode 5, un nom à soi. Très souvent, le nom des mères s'efface derrière le nom des pères. Les noms de famille des femmes n'ont que peu le droit de citer dans l'espace public. Ségolène, Angela, Marilyn ou Simone, combien de femmes célèbres sont régulièrement nommées uniquement par leur prénom? La disparition du nom est souvent un outil d'invisibilisation, de neutralisation. Où est donc passé le nom des femmes? Pourquoi n'est-il pas transmis? Virginie Descoutures est maîtresse de conférences en sociologie à l'université d'Amiens. Elle est spécialiste des questions de genre. Elle a d'abord travaillé sur la question des mères lesbiennes, ce qui l'a ensuite amenée à conduire une enquête en 2011 avec Wilfried Rouault sur les couples hétérosexuels qui ont choisi de donner le double nom à leurs enfants. Parce que même là où il y a du progressisme, dans l'idée de l'égalité et que oui, quand même, il faut bien transmettre les deux noms, en fait, c'est pas si simple en vérité. Alors il y a des hommes qui disent oui, on peut pas être juste pour l'égalité dans le discours et donc ça doit se manifester dans les faits, donc bien sûr la double transmission. D'autres hommes avec qui la négo a été plus serrée, plus compliquée, et notamment avec des arguments de type de toute manière, si on n'est pas d'accord, je caricature parce qu'aucun homme ne m'a parlé comme ça, mais c'est un petit peu quand même ce que ça veut dire. Enfin, je crois qu'il y en a un qui me l'a dit quand même précisément, il faudrait que j'ai le verbatim à vous offrir, que voilà, en tout cas ça sera mon nom en premier, puisque de toute manière si on n'était pas d'accord, ça serait uniquement mon nom qui serait transmis. Et en effet, à l'époque, en cas de conflit entre les parents, la loi disait, en cas de conflit entre les parents, ça sera le nom du père. Ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, en cas de conflit entre les parents, on met le double nom déjà, donc plus le nom du père, et par ordre alphabétique. Et donc il y a quand même un principe arbitraire, certes,
mais qui n'est plus celui du sexe des parents, mais qui est celui de l'alphabet, avec cette idée que ce qui est transmis sera le double nom, et ça ne sera plus le nom du père. Alors, il y a un autre enjeu dans la question du double nom, il y a aussi l'enjeu de l'ordre, de quel nom de famille, celui du père ou celui de la mère, on met devant. Qu'est-ce qui se passe en général dans les couples Alors, principalement, le premier nom qui est transmis, c'est le nom du père, suivi du nom de la mère. Là aussi, je ne sais même pas si on a des statistiques pour savoir ça. Par contre, moi, dans l'enquête qualitative qu'on avait menée, c'était exclusivement le nom du père en première position. Mais dans les négociations, quand on a fait parler les couples, et encore une fois, et les hommes, donc les plus progressistes que j'ai rencontrés lors de cette enquête, qui acceptaient l'idée justement égalitaire de transmettre les deux noms du père et de la mère à leurs enfants, ne voulaient surtout pas être en deuxième position de peur de disparaître. Donc eux-mêmes avaient intériorisé l'idée que de toute manière, le deuxième nom tomberait. Ce que j'ai pas du tout entendu de la bouche des femmes, en disant bon, je vais tomber si mon nom est en deuxième position. Hein, mais les femmes étaient déjà tellement contentes d'avoir des maris, des compagnons qui acceptent l'idée d'un double nom, que dans la négociation, elles lâchaient en disant bon bah ok, puisque tu acceptes l'idée de la transmission du double nom, alors je me mets en deuxième position. Alors il y a une autre critique moi qu'on m'a souvent soumise quand j'ai parlé du double nom, c'est de dire mais c'est terrible le double nom parce que ça va impliquer que les enfants, quand eux-mêmes, s'ils ont des enfants, devront choisir entre le nom du père et le nom de leur mère. Est-ce que c'est un argument qui tient la route ou c'est juste une façon de plus de défendre la transmission du nom du père ? Oui, c'est une très bonne question parce que c'est des arguments qui ont été utilisés notamment par les députés qui étaient opposés à la loi sur la transmission du double nom de 2005 notamment, des députés de droite. C'est toujours des gens qui s'inscrivent dans un positionnement où de toute manière l'avancée de la loi sur ces questions qui repoussent l'hétérosexisme de la loi leur fait très peur. Quelques psychanalystes aussi ont utilisé ça. Cet argument, il me paraît étrange, mais en fait, c'est vraiment réduire le problème à un argument qui me semble très peu probable, en fait, parce qu'il y a plein d'autres choses qui président à ce type de choix. Et pourquoi décider que c'est l'amour ? Peut-être qu'il va y avoir d'autres enjeux, des enjeux simplement de est-ce que c'est joli ou pas, est-ce que ça va bien s'accorder avec le nom du compagnon de la compagne. Il y a beaucoup d'arguments du type il y a des noms qui vont tomber, donc on va privilégier le nom qui est le plus original, on va privilégier le nom plus court. Donc en fait, dire que c'est un argument qui va présider à la transmission du nom, et c'est la question, et que les gens vont être dans des tergiversations terribles et qui vont devoir choisir. Enfin, je pense que vraiment, ça fait partie des projections qui servent à... Voilà, c'est un argument politique aussi pour contrer la transmission du double nom. Sans doute que certaines personnes seront face à ce dilemme. Mais je ne pense pas que ça sera majoritaire et que ça mettra les gens dans des positions infernales vis-à-vis de leurs parents. Alors, il y avait ce dont on discutait aussi la dernière fois qui était intéressant, où vous m'expliquiez que le nom, on est en train de le défendre parce que c'est un symbole, mais c'est pas qu'un symbole en fait. Quand on y regarde de plus près, ça charrie beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que ça implique un nom de famille ? On dit souvent, voilà, le nom c'est symbolique, et c'est vrai que je vous disais, pour moi c'est très matériel en fait, parce que c'est comme un nom, c'est notre identité, on le porte tous les jours, on se présente, enfin vous voyez, notre nom on le dit très très souvent, on est identifié par rapport à ce nom, on est identifié nationalement, racialement, il y a plein de choses qui nous identifient, du point de vue de la classe aussi, si on a un nom à particules, c'est du capital en fait. Alors tous les noms ne portent pas le même capital. Je sais pas, voilà, Giscard d'Estaing, c'est pas Emmanuel Macron.
on voit bien que les noms sont des indicateurs de position sociale. Pas tous, mais quand même. Si on va jusqu'au bout, allons voir comment on a participé à justement dénommer des individus, notamment tous les esclaves, des gens qui portent aujourd'hui en nom de famille des prénoms, puisque les esclaves n'avaient pas de nom de famille évidemment. Mais pour moi, et cette idée de dire que c'est que du symbole, le nom, participe justement des arguments du patriarcat pour nous dire bon, mais vous n'allez pas. Enfin, battez-vous sur le salaire, battez-vous ça sur l'égalité professionnelle, sur ce que vous voulez, mais vraiment le nom, ça n'est que de l'accessoire. Non, le nom de famille n'est pas de l'accessoire. En effet, le patriarcat aurait lâché depuis très longtemps le nom de famille si c'était que de l'accessoire, du symbole, etc. Cette histoire de nom, elle est pas ça plane pas à 4000 du sol, c'est très matériel, c'est des usages qui empêchent la vie des femmes quotidiennement. Donc pour revenir, tout ça est interrogé par les femmes elles-mêmes en premier. L'objectalisation, leur désir de maternité, leur tout. Donc le nom, la question du nom en fait partie. Mais pour moi, vraiment cette histoire de nom, ça vraiment ne peut pas être pensée indépendamment de toutes ces autres satellites. Et voilà, j'aime bien satellite parce que ça permet de pas hiérarchiser, même s'il y a des satellites plus petits, que voilà, peut-être des choses en effet qui sont très importantes pour la lutte, qui sont la question des violences en général, c'est vrai, mais je pense que voilà, ça y participe. Donc la transmission dans les usages, même au-delà de la loi du nom du père, c'est un signe du patriarcat latent qui est présent dans notre société ? Pour moi, oui. Ouais. Et c'est assez étrange parce que, en fait, il y a plein de pays où ce n'est pas la norme. Et nous, on a vraiment l'impression... bon, d'abord, quand je dis on, c'est nous, les Français et Françaises, la France, de penser qu'on est beaucoup moins réactionnaire, beaucoup moins catholique, la République laïque, etc., que bien d'autres pays. Or, et que la transmission du nom du père, c'est un invariant historique, universel, et que tout le monde... Enfin, il y a plein de pays, donc non, où la transmission des deux noms se fait de manière majoritaire et depuis très très longtemps, et notamment un voisin très proche qui est l'Espagne, dont on pense qu'il est toujours plus catholique et toujours plus empreint de normes catholiques que nous. L'Espagne donc transmet les deux noms depuis, et tous les pays, le Brésil, le Portugal aussi, le Japon, enfin voilà, c'est quand même c'est pas un usage majoritaire en fait, cette transmission du nom du père. Et d'ailleurs l'Espagne où la double transmission était automatique, mais dans l'ordre c'était toujours le nom du père en premier, le nom de la mère en deuxième, a aussi changé cette loi. Et maintenant, l'ordre peut être choisi par les parents. Et l'usage reste aussi minime par rapport à cet usage comme chez nous, quoi. Donc le nom de famille, c'est aussi un levier pour l'égalité homme-femme ? Pour moi, ouais, carrément. C'est-à-dire que c'est pas du tout une petite chose symbolique. Ça fait partie de ce dispositif. Mais je pense qu'en fait, voilà, en fait pour moi, il y a tout doit participer à ça. Et justement, en fait, si la norme était la transmission du double nom, peut-être que justement, ça aiderait à penser que le système, enfin le genre, quoi, c'est-à-dire l'ordre, la distinction et la différenciation qui est constamment rappelée dans les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, qui vise à penser que les hommes sont au-dessus, les femmes sont en dessous, donc le nom du père est plus important que le nom de la mère, etc. Le nom n'est pas qu'un détail, c'est un élément tangible de nos existences. C'est la petite brique d'un combat plus vaste, à la fois symbolique et matériel. Marie Leclinch-Piel a longtemps réfléchi à prendre le nom de sa mère, à se réapproprier son patrimoine. Mais le décès de sa sœur l'empêche aujourd'hui de franchir complètement le pas
preuve de la complexité qui se niche dans le nom de famille. Alors déjà, mon nom, il est compliqué. Parce qu'il y a le, clinch, puis il y a 3 parties dans mon nom. Donc, autant dire que quand je me retrouve à aller chercher un courrier ou quoi que ce soit, je sais jamais à quel nom c'est. Alors oui, l'histoire de mon nom, ça commence donc avec ma naissance où on m'attribue le nom de mon père biologique. Et puis ce nom, il reste inchangé jusqu'à ma majorité. À partir de laquelle je décide de prendre le nom de ma mère en plus, donc en nom d'usage, le nom de ma mère suivi du nom de mon père. Donc les maltraitances qu'on a subies, c'était dans l'enfance, et ensuite le moment où on a porté plainte, c'était à l'adolescence. Et c'est vraiment à partir du moment où il y a une mise en récit collective de moi et de mes sœurs des maltraitances et qu'on porte plainte, qu'on est capable de se dire en fait, porter le nom de cette personne, c'est peut-être problématique pour nous. Et en fait, j'ai réfléchi à récupérer le nom de ma mère parce que c'est elle qui m'a élevée. Du coup, je pensais que c'était plus évident de porter le nom de la famille avec laquelle j'ai grandi. Et puis parce que, mon père biologique a été l'auteur de nombreuses violences dans l'enfance, sur moi, mes sœurs, ma mère, etc. Et donc, ça faisait d'autant plus sens de ne pas garder ce nom-là. Alors effectivement, je pense que les trajectoires de violence et les trajectoires de mise en mots de la violence, de narration et d'être capable de voir que ce qu'on vit, en fait, c'est un phénomène social, en tout cas c'est quelque chose de collectif, et que ces maltraitances, c'est pas juste nous, c'est non seulement moi, puis ma sœur, puis ma deuxième sœur, puis en fait tellement de femmes et tellement d'enfants, que ça, en fait, pour moi, c'était un espace de politisation déjà. Et là, oui, je pense que les questions féministes, elles se sont révélées, sans que j'ai les mots à l'époque, mais en tout cas, ces injustices et tout le parcours de plainte, de mise en doute, c'est un parcours extrêmement lourd et de politisation fulgurante pour moi. Enfin, ça a été vraiment... et j'ai tout à fait aussi perçu la structure hyper lourde dans laquelle on entrait. Et les manques flagrants de soutien des adultes envers les enfants et les adolescentes que nous étions. Et ça, j'ai bien vu que c'était qu'il y avait de la résistance de tous les côtés et que même les adultes les plus prêts à lutter avec nous et pour nous avaient bien des limites. Et donc voilà, ça a permis moi ça a été un accélérateur de politisation vraiment dans le sens de mise en commun d'expériences. Et après, ce qui s'est passé qui fait que moi je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais recourir à cette possibilité de changer mon nom de naissance. Probablement, mais pour mettre lesquels. C'est-à-dire, est-ce que j'enlève complètement le nom de mon père ? Et ça, c'est pas évident parce que dans toute cette trajectoire de maltraitance, donc notre père biologique a mis fin à la vie de ma sœur, d'une donc de mes sœurs. Et donc cette sœur, Elisa, elle va pour toujours garder le nom de notre père. Et du coup, j'avais 20 ans et c'était déjà le moment où j'avais fait le choix de d'ajouter le nom de ma mère. Mais simplement, ça a interrompu mon élan à complètement vouloir changer de nom et retirer entièrement le nom du père, puisque c'était un nom qui me reliait à ma sœur.
Alors je suis une famille essentiellement de femmes. Je viens vraiment d'une famille essentiellement de femmes. J'ai grandi chez mes grands-parents. Donc il y avait un grand-père, mais après c'était une grand-mère, une mère, 3 filles. Et autour de moi, ce sont essentiellement des filles qui naissent. Et c'est vraiment quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est dans quelle mesure les femmes, et nous, en tout cas les femmes de cette famille-là, on n'est pas en mesure d'adopter notre propre nom. Et pourquoi est-ce que ce nom avec lequel on est né, c'est pas d'abord notre nom et pas le nom du père? Comme si, de toute façon, c'était toujours un nom transitoire parce qu'on allait avoir le nom d'un conjoint et que du coup, notre nom, c'était toujours un nom un peu de transition à différents moments de notre vie. Je compte pas un jour prendre le nom d'un conjoint, par exemple. Ça, c'est pas du tout dans ma trajectoire quelque chose qui ferait sens. Mais justement, dans cette question de l'autodétermination, d'une certaine manière, c'est... Voilà, donc je me tente des expérimentations de temps en temps. Je me tente des petites expérimentations où je dis juste le cloche. Et en fait, je dis juste le nom de ma mère et j'essaye de voir ce que ça fait. Et c'est là où je m'interroge, je me dis, mais moi, en fait, j'ai jamais été le clinche seulement. J'ai grandi en tant que Piel, puis le clinche Piel. Donc j'ai grandi avec un nom. Et qu'est-ce que ça fait aussi de changer de nom? Comment on habite son nom? Ouais, c'est exactement ça. Comment on habite son nom et comment on se l'approprie et comment ça fait partie de notre patrimoine, matrimoine, et pas que, voilà, et justement, notre matrimoine, et pas juste un patrimoine, ouais. Et donc, c'est pas évident de se dire, ok, je lâche ce nom, mais du coup, je lâche aussi le nom de ma sœur, qui n'a pas fait le choix de mourir avec ce nom, mais malgré tout, qui, d'un point de vue des registres, a ce nom. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde le nom de ma sœur? Est-ce que j'ajoute simplement officiellement le nom de ma mère? Et dans mon couple, il y a beaucoup de réflexions sur justement l'importance de ne pas reproduire des mécanismes qui discriminent et qui invisibilisent les femmes des trajectoires familiales. Mais on a tous les deux cette réflexion sur le fait que ni le nom de ma mère, ni le nom de son père qu'il a, ne vont être transmis. Et en même temps, nos deux noms ne vont pas du tout ensemble. C'est terrible. Donc il faut qu'on choisisse. Et souvent, avant qu'il y ait cette loi, ma manière de répondre à ce problème-là, c'était assez simple et c'était assez drôle et en même temps ça évacuait complètement la dimension politique, c'était de se dire, mais comme toutes mes amies féministes, non mais en fait le nom de ton compagnon il est tellement beau que ça ne se pose pas. Et c'est vrai, et c'est drôle, mais maintenant que la possibilité est là pour moi de récupérer le nom des personnes qui m'ont fait grandir, je sais plus quoi faire. Vraiment, ça va être un enjeu des années à venir. Prendre le nom d'une mère, d'une grand-mère, pour se réapproprier un matrimoine, pour faire sécession de la patrilinéarité, c'est souvent une démarche militante. Et dans les faits, peu de femmes franchissent finalement le pas. Mais c'est souvent lorsque certaines deviennent mères que la question se pose de façon plus urgente. Comment transmettre son nom? Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.